Bonsoir à tous et bienvenue dans cette émission que vous connaissez maintenant par cœur, Mon Quotidien TV, cette émission qui donne la parole à des personnalités qui ont des choses à dire, qui n'ont pas l'habitude d'être invités sur des plateaux télé. Mais mon invité ce soir, il a la particularité d'y être souvent sur les plateaux télé, plutôt derrière la caméra puisqu'il est réalisateur. C'est également mon ami Nicolas Bayet, bonsoir. Bonsoir Jean-Sébastien, ça fait plaisir d'être présenté comme ça. Bah écoute, je suis très content que tu joues le jeu d'être l'invité parce que d'habitude tu es plutôt à ma place. C'est pas facile. Et je sais que tu es quelqu'un de plutôt réservé sur ta vie, sur tout ça et pourtant il va falloir tout balancer ce soir. On va essayer. On va essayer. Je te suis. Alors écoute Nicolas, on s'est rencontrés il y a très longtemps, toi et moi, puisqu'on a fait la même école d'audiovisuel et qu'on a eu... ensuite, une carrière qui nous a permis tous les deux de continuer de travailler ensemble et ça, c'est un plaisir. Mais toi, tu as choisi de rester ce qu'on appelle un intermittent du spectacle. Est-ce que tu peux nous parcourir un petit peu ce que tu as fait pendant les 20 dernières années depuis qu'on s'est quitté, qu'on est sorti de Les Fêtes? Ah, on ne raconte pas avant notre rencontre. D'accord. Donc, depuis. Ouais. Donc oui, l'école en question, c'est Les Fêtes, école française d'enseignement technique, qui est une école qui maintenant s'est recentrée sur la photographie et l'architecture d'intérieur et qui à l'époque, en tout cas à notre époque commune, enseignait également l'audiovisuel. Moi, j'en étais diplômé en 1999, donc voilà, juste avant le nouveau millénaire. J'en suis sorti avec un diplôme option image, c'est-à-dire que j'ai essentiellement appris les métiers de la caméra et de la lumière. Quand je me suis lancé, au début, je ne savais pas trop quel statut j'allais avoir, quel type de contrat j'allais avoir. J'ai commencé sur des petits plateaux d'une petite chaîne qui se montait à l'époque, qui s'appelle toujours d'ailleurs KTO, qui est la télévision du diocèse de Paris et qui en tout cas dans son sigle, son logo s'appelle Télévision catholique. Alors c'était pas du tout par vocation religieuse, même si j'avais rien contre, c'était un peu par hasard, par une rencontre d'un journaliste qui m'y a fait travailler. J'ai commencé à faire du plateau, du reportage, à faire de la lumière, mais pareil parce que tout se montait, donc j'allais à droite à gauche avec cette chaîne. Voilà, là on était tout début janvier, février 2000 par là. Et j'ai continué à apprendre parce que l'école c'est bien, 3 ans d'école c'est bien, mais le terrain ça ne se remplace pas. Voilà, on progresse plus vite qu'à l'école. Voilà, donc ça c'était le début. Ensuite tu veux les 2 décennies suivantes. Bah oui, jusqu'où on est arrivé aujourd'hui. Alors il faut savoir que le métier de caméraman en général, en français, on dit cadreur, pour ceux qui ne connaissent pas. C'est le nom français. Il y a aussi le mot JRI, journaliste reporter d'image, que j'ai exercé un peu aussi. C'est on se balade avec notre caméra pour faire du reportage. Ça, j'en ai fait un petit peu aussi. Bon, il y a des points communs entre toutes les fonctions. Hein. Il s'agit toujours de tenir une caméra et de rapporter les meilleures images possibles. En fait, il y a très peu de ces emplois qui se font en CDI. Donc CDI, 35 heures par semaine, etc. etc. Non, ça existe très peu dans nos métiers. On a recours souvent à ce qu'on appelle, en termes un peu barbares, juridico-administratifs, les contrats à déterminer d'usage, les CDD d'usage, et par extension, au statut intermittent du spectacle. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on est embauché au jour le jour. Alors, parfois, c'est des périodes de 2 jours, 3 jours, 4 jours. Mais moi, j'ai l'habitude de dire, pour faire comprendre mon statut, mon métier aux gens, que je suis licencié tous les soirs et que ça fait 22 ans que je suis licencié tous les soirs. C'est pas un peu anxiogène, ça, d'ailleurs? Au début, au moins? Je pense que c'est comme quand tu es commercial, quand tu n'es jamais sûr que tes clients reviendront le lendemain. Au début, ça peut être anxiogène et après, la force du réseau, parce qu'il ne faut pas se dire que les sociétés qui t'emploient, elles vont se dire bah, tiens, je le prends lui un jour, puis tiens, je vais en prendre un deuxième un autre jour, un troisième, etc., etc. Non, ils ont quand même intérêt à fidéliser leurs équipes. Alors fidéliser, ça ne veut pas dire l'écrire noir sur blanc, gravé dans le marbre, je vous embaucherai tout le temps, mais ça veut dire faire appel à nous quand ils ont besoin. Quand ça fonctionne bien, il n'y a pas de raison de changer. Voilà, exactement, comme des métiers indépendants, j'en sais rien, des plombiers, des artisans, des serruriers, etc. On a leur numéro, on sait qu'ils sont bons et compétents, on les appelle.
Voilà. Mais alors du coup, qu'est-ce qui est le plus déterminant dans ce métier selon toi? C'est la force du réseau, c'est-à-dire ta capacité à connaître des gens qui peuvent te donner du travail, ou c'est la reconnaissance de tes compétences de travail? C'est un mix des deux? Alors, c'est évidemment un mix des deux. J'ai eu l'occasion, pareil, si on parle des épisodes des 2 dernières décennies, d'intervenir au BTS de l'INA, l'Institut national de l'audiovisuel, et je disais aux élèves qui me demandaient, qui me posaient des questions sur l'intermittence, ou qui ne m'en posaient pas d'ailleurs, parce que je reviens à l'école. À l'école, on ne nous a pas forcément expliqué ce que c'était. Je n'ai même pas le souvenir qu'on nous ait parlé de conditions de travail. On nous parlait du métier, des compétences techniques. Mais bref, moi, je les ai apprises un peu sur le tas, toutes ces conditions. Et du coup, des années après, j'ai dit à mes élèves de BTS, voilà, je vais vous parler de ces contrats-là, de ce statut-là d'intermittent du spectacle. Je disais aux élèves qu'il fallait évidemment, dans la palette, si on compte dans 100%, il fallait un bon pourcentage de compétences. J'en sais rien, on peut dire 70%. Une petite part de chance, je dirais, parce qu'il y a des moments, c'est des rencontres, c'est sur l'instant, ça va, ça vient, il faut être là au bon moment, au bon endroit. Donc on va dire 10%, et je dirais un bon 20% de réseau. Alors je ne sais plus en additionnant les chiffres si je suis à 100, mais tu as compris le principe. Ouais. Quelqu'un qui est très talentueux mais qui n'a pas de réseau, bah, c'est triste parce qu'on se dit c'est du gâchis. Et parfois, il y a des gens qui ont un très gros réseau, qui ne sont pas hyper compétents, mais qu'on voit partout et qui travaillent quand même. Voilà, donc dans ces cas-là, on peut se dire qu'il y a des petites injustices, mais évidemment, on ne donnera pas de nom ici. Bon, et alors du coup, ce parcours, si on continue en fait jusqu'au bout du chemin, après cette période KTO… J'espère que tu ne considères pas que j'y suis arrivé au bout du Non, chemin. mais enfin jusqu'à aujourd'hui, Ouais. jusqu'à là où on en est. Après cette période KTO qui a duré très longtemps, il y a eu aussi d'autres rencontres, d'autres opportunités. Alors, si on fait un peu le chemin des moments marquants, peut-être des personnes aussi, des rencontres marquantes, parce que ce n'est pas uniquement des opportunités de travail, c'est aussi d'abord des rencontres humaines. Alors oui, évidemment qu'il y a des rencontres, ce qu'on appelle dans notre métier des chargés de production, des directeurs de production, des réalisateurs, parce qu'au début, je ne l'étais pas moi-même réalisateur, j'étais cadreur, j'étais chef opérateur. Donc chef opérateur, c'est la personne qui met en place la lumière sur les plateaux. Donc on est en quelque sorte prestataire pour des réalisateurs, des productions. Oui, j'ai quelques rencontres marquantes qui ont été… je pourrais en parler, les remercier ici, mais c'est des personnes qui me diraient « Ah mais moi, je n'ai pas fait grand-chose, je t'ai juste pris une fois, un moment. » Mais parfois, une petite rencontre, une discussion vous fait rentrer sur un projet, et puis là-dessus, sur le projet, vous allez rencontrer une deuxième personne qui va vous dire « Ah bah tiens, j'ai telle société avec qui je fais tel truc, est-ce que tu ne voudrais pas venir avec moi ?» Et après, ça fait boule de neige. Donc, pendant les années 2000… Parce qu'il y a aussi un autre phénomène, c'est que quand tu es intermittent du spectacle et que tu travailles du coup pour plusieurs employeurs, contrairement à un CDI classique dans une entreprise, la progression entre guillemets hiérarchique, elle n'est pas aussi évidente. Quand tu es dans un groupe, que tu progresses… Oui, il n'y a pas de logique. Toi, tu démarres cadreur, on te donne l'opportunité d'exercer ton travail d'abord à KTO et puis ensuite dans d'autres sociétés. Puis un jour, tu as cet échelon, tu passes un cap et tu deviens réalisateur. C'est ça. Et ça s'est fait… Donc comment ça ? Alors, ça s'est fait progressivement déjà. Pour expliquer, comment dire… rapidement aux gens, le réalisateur, en tout cas sur un plateau télé, parce que moi je ne fais pour ainsi dire que ça, c'est le chef d'orchestre de la technique. Donc il a une machine devant lui avec plein de boutons, on l'a déjà vu filmé récemment. Vous avez l'exemple de, s'il faut citer une grande référence, Didier Fröly qui réalise Danse avec les stars, qui a été filmé avec Camille Combal dans une démonstration. Ça ne dure pas longtemps sur YouTube, ça dure 2 ou 3 minutes et c'est très sympa, qui nous montre sa machine, son mélangeur, en disant j'appuie sur tel bouton, on voit tel danseur ou tel membre du jury, etc., etc. Les gens de ma génération se souviendront de Pat Le Guen, qui était réalisateur du Club Dorothée, qui c'était 30 ans avant, mais c'était le même principe.
Et moi, avant d'être même caméraman, j'avais 11 ans, je suis allé à la Cité des Enfants à la Villette, à Paris, et il y avait une régie de télévision. Ça ne s'appelait même pas encore la Cité des Enfants, ça s'appelait l'Inventorium. J'avais 11 ans, j'ai vu ce mélangeur, qui était le même principe d'ailleurs, qui était un vieux mélangeur, je pense, sorti d'une régie télé. J'ai passé mon après-midi là-dessus, je n'ai pas laissé les autres enfants jouer dessus, et j'ai dit à ma mère, c'est ça que je veux faire. Et bon, je l'ai déjà raconté cette histoire, pas ici, mais il se trouve que plus de 30 ans après, on était en 89, plus de 30 ans après, je suis là pour vous en parler, puis pour vous dire qu'aujourd'hui, je vis de ça. Donc voilà, je considère que j'ai une chance énorme. Et pourquoi j'ai oublié du coup, pardon, le début de ta question. C'est pas grave. En fait, moi-même, je l'ai oublié, mais c'est pas grave. Non, comment on progresse pour devenir réalisateur? Oui, pardon, alors, c'était ça. On ne devient pas, mais je pense que c'est comme ça dans tous les métiers, on ne devient pas chef d'équipe dès le début de sa carrière. Il faut, je pense, apprendre, comme dans un orchestre, certainement, je ne suis pas musicien, mais dans un orchestre, il faut d'abord passer par les instruments avant de progresser, de devenir chef d'orchestre. Il faut apprendre un peu tous les rouages du métier. Donc moi, j'ai appris côté image. Mais tout en sachant, et c'est là que je voulais en venir, que depuis toujours, c'était ça qui m'intéressait. Donc j'ai progressé, j'en ai fait un peu quand on me laissait toucher au mélangeur, tac, tout ça. Et puis j'ai rencontré 2-3 personnes qui m'ont permis d'en faire, soit en télévision, soit un peu plus dans le milieu de la convention. Et voilà, et petit à petit, le gros basculement, ça a été 2011. J'étais chef opérateur et ingé vision dans les régies de BFM TV. Et un jour, un chef qui s'appelle Antoine Johannes, là je peux citer un nom parce que c'est vraiment quelqu'un, il le sait même, enfin je lui ai déjà dit, mais la vie fait qu'on ne se voit plus, mais je le remercie beaucoup parce qu'il nous a dit, bon, bah, je recrute, si vous avez des CV de copains qui veulent bosser à tel et tel poste. Et moi, je suis allé le voir dans son bureau, je lui ai dit, écoute, je ne veux pas te donner un CV, je dis, moi, je veux passer à ce poste-là. Ah ouais, mais j'ai dit, ça le fera. Donc, il a commencé à me donner des jours de doublure, j'ai dit, c'est la chance de ta vie. Et j'ai basculé, et après, pendant 10 ans, j'ai fait de la réalisation sur BFM TV, ensuite sur les autres chaînes d'information, et voilà, avec un grand plaisir, un grand bonheur. Et alors, du coup, sur ces chaînes d'information, et notamment sur BFM, tu as, j'imagine, progressé aussi sur le type d'émission sur lequel tu es. Pour le travail d'un réalisateur, est-ce que la plus grande difficulté, est-ce que c'est comme moi je l'imagine, parce que je ne suis pas réalisateur moi, est-ce que c'est plus tu as de caméras dans ta régie qui rentrent, et donc plus tu as de sources possibles, plus la réalisation est complexe, ou est-ce que... comment est-ce que tu gradues en fait la difficulté? Est-ce que c'est par rapport à l'audience à laquelle tu es confronté et du coup la pression de savoir qu'il y a beaucoup plus de monde qui te regarde? Est-ce que c'est parce que tu as plus de caméramans ou de caméras? Enfin, comment est-ce que tu gradues un peu la difficulté de ton métier? Alors il y a énormément de paramètres à prendre en compte pour répondre à ta question. La pression, on l'a selon la société qui nous emploie et surtout les personnes qu'on côtoie en direct. Il y a des gens, alors en journalisme, on appelle ça des rédacteurs en chef, il y a les présentateurs bien sûr, des producteurs. Il y a des gens qui d'entrée, par feeling, te disent « j'ai confiance en toi » et ne vont pas avoir un mot plus haut que l'autre. Ça ne veut pas dire qu'ils ne sont pas exigeants. Et dans ces cas-là, c'est un bonheur de répondre à leurs demandes parce que ça se fait dans une confiance mutuelle, ça se fait dans le calme, de la sérénité. Dans la sérénité. Et puis il y a des moments où on va tomber face à des gens plus arrogants, ou aussi, comme tu dis, parce qu'il y a des enjeux d'audience. Mais qui vont mal gérer peut-être leur émotion. Voilà, et qui, voilà. Dans la chaîne d'information, ça a la réputation d'être, enfin en tout cas les régies, un lieu où ça crie, voilà, on ne met pas toujours les formes quand on se parle, etc. etc. Mais à côté de ça, il y a des machines bien rodées comme les matinales d'information, qui sont pourtant les wagons moteurs, les locomotives des chaînes d'infos, où finalement ça se passe bien parce que paradoxalement, c'est les heures où ces chaînes-là font le plus d'audience, mais il y a moins de monde en régie. Et du coup, tout le monde connaît son métier.
comme si on disait il y a un orchestre de musiciens, tout le monde connaît la partition. Et c'est fluide. Et ça se passe bien et c'est fluide. Et j'ai connu effectivement voilà, d'autres régies où ça crie, où il y a du stress. Voilà. Mais c'est aussi un élément de mon parcours personnel. Apprendre à manager, apprendre à gérer le stress, apprendre à répondre. Je fais ce geste-là parce que souvent, alors on n'appelle pas ça des clients, mais les productions, les rédactions pour qui on travaille sont placés physiquement derrière nous dans la régie. Donc c'est pour ça, je disais, apprendre à gérer leurs émotions à eux, le stress qu'ils peuvent véhiculer en leur disant « T'inquiète pas, je vais faire ça, ça, ça et ça va bien se passer ». Donc, et en technique, le nombre de caméras, si elles sont bien placées, bien paramétrées, avec les bons opérateurs, les bons techniciens, si tant est que je puisse les choisir moi-même, parfois, ça c'est moins le problème. Je suis moins inquiet face à ça. Est-ce que tu peux nous parler d'un souvenir particulier sur lequel tu as été à la fois extrêmement ravi d'avoir l'opportunité de faire une réalisation et en même temps où tu as senti que le stress était particulièrement présent en toi parce que du coup, peut-être ça touchait à quelque chose qui était un peu ton Graal, peut-être que tu en as encore d'autres à franchir, mais celui qui comme ça te vient en tête où tu te dis ce jour-là, je me suis dit « Oh putain, je vais quand même faire ça ». Où je me suis dit, c'est ça que je voudrais faire quand je serai grand, c'est ça? Ouais, par exemple. J'ai le souvenir d'une soirée électorale à BFM TV, une soirée présidentielle, où j'ai fait 6 heures de direct à la suite, de 18h à minuit quasiment sans bouger, ou à peine 5 minutes de la régie, où ouais, je me suis senti complètement à ma place, où j'ai dit… je suis à l'endroit où il faut ouais, être. voilà. C'est là Voilà. que tout le monde regarde. C'est pas il faut être, parce que il faut être, ça veut dire en jeter, en disant m'as-tu vu, c'est où je me… Il y a plein de gens qui moi, aimeraient je y me être. sens… Alors oui, mais c'est pas ça non plus. Non. C'est l'idée de me dire je me sens utile, je me sens bien à ma place et je suis fait pour ça. Et à côté de ça, je fais des réalisations en événements d'entreprise, des choses comme ça. On fait ce qu'on appelle des webinars, des petits plateaux filmés pour des entreprises. Ça a plein de noms et finalement ça a des formes assez communes. Mais c'est des moments où je me dis ah je suis bien quand je dirige une équipe, mais pas pour le fait de dire c'est mes employés, c'est mes soldats et ils agissent comme ça, c'est pas ça. C'est d'être capable de dire bon, tiens, c'est la période de parler comme si on était un sélectionneur de football, de dire bon bah toi tu joues là, parce que je sais que toi tu peux m'apporter ça, toi tu es capable de ça, ok, toi ça c'est moins ton truc, donc je vais te mettre là. Et voilà, de composer, de tirer le meilleur des gens pour apporter la meilleure solution audiovisuelle aux clients ou à la rédaction pour qui je travaille. Et puis le Stade de France peut-être? Est-ce que ça fait partie des alors choses ça c'est à la fois une récréation, puis là aussi on a… Puisque tu parles de l'équipe de France et exactement. Ouais, j'officie régulièrement au Stade de France à la réalisation des écrans géants. C'est-à-dire que quand vous venez au Stade de France, parmi les 80 000 spectateurs, il y a 2 écrans géants placés à un bout et l'autre du stade, et il faut les alimenter en images. Alors vous avez une équipe de télévision qui filme le match, vraiment le sportif, donc on récupère ce qu'on appelle un flux TV, c'est-à-dire toutes les images du quart régie, qui est en général une équipe de TF1, France Télévisions, M6. Donc on reçoit leurs images, on les diffuse pendant le match. Mais il y a tout l'avant et tout l'après, ce qu'on appelle la présentation sportive, où vous avez des jeux, des animations, des pubs et beaucoup de moments où on filme le public du stade pour qu'il se voit, pour qu'il soit content de se voir à l'écran. Et on a pour ça ce qu'on appelle des caméras privatives. Pour que les gens se fassent coucou ou qu'on voit un gamin qui est bien maquillé ou quelqu'un qui a une banderole, qui a un t-shirt sympa. Ça marche aussi pendant l'entraînement, j'imagine? Ça marche évidemment pendant l'entraînement, oui, parce que nous on commence à travailler entre 2 et 3 heures avant le match, enfin même plus que ça parce qu'il y a des répétitions, mais je veux dire vraiment le principal du travail est là.
Et c'est chouette parce que on est dans le stade, voilà, on est dans un lieu qui nous a fait rêver quand on était jeune adolescent, jeune fan de football. On travaille aussi pour le rugby puisque l'équipe de France de rugby joue souvent au Stade de France. Et à la fois on s'amuse presque plus que si on filmait le match parce que voilà, on fait réagir le public et les gens. Il y a des gens qui m'ont dit tu nous as refait notre soirée parce que je les ai filmés et mis sur l'écran du Stade de France. Ouais. C'est rigolo. C'est cool. Bon, alors donc ça, c'est sur le volet professionnel. J'aimerais juste qu'on parle d'un ami commun qui nous a quittés cette année, parce que je voulais juste qu'on lui rende hommage, parce que on l'aimait beaucoup tous les deux. Ouais, Sébastien Amaury. Alors, lui rendre hommage, c'est peut-être parler d'un souvenir que tu as eu avec lui. Il y en a plein. Alors déjà, je reprends mon souffle parce qu'on est très honnête. Tu m'avais pas dit qu'on allait en parler avant. Oui, c'est vrai. J'ai hésité, mais je me suis dit que c'était l'occasion. Je suis content que tu m'en parles parce que Seb, c'était, sans trop révéler des choses aux obsèques, j'ai fait un petit texte, je lui ai dit que c'était mon Zidane de la portable. Alors la portable, pour ceux qui savent pas, c'est la caméra portable, la caméra qui est à l'épaule. Il y a des caméras sur pied et Seb avait toujours une caméra à l'épaule. Ouais. Il était très très bon pour ça. Et voilà, et je l'appelais donc mon Zidane. Enfin, ça veut dire ce que ça veut dire. On en revient au foot. Et ça marchait avec lui pour deux raisons, parce que voilà, c'était vraiment un artiste au niveau. Il avait le sens de l'image. Il bossait pas que pour moi, petit réalisateur, il bossait pour les plus grands noms. Il bossait pour Didier Fröly, pour Jean-Jacques Amselem, pour Jérôme Revon, et j'ai plus tous ces noms en tête, mais il bossait vraiment sur des grosses émissions télé. D'ailleurs, il y a une émission de France 5, C'est à vous, qui lui a rendu hommage à l'antenne, parce qu'il faisait partie de leur famille, vraiment. Et donc sa deuxième grosse qualité, c'est que c'était quelqu'un, il me l'avait dit, c'est ses mots à lui, il m'avait dit « j'aime bien être le bon petit soldat des réalisateurs ». Alors oui, il se mettait vraiment pour le coup au service de l'équipe, mais c'était plus qu'un soldat, c'était l'équipier parfait. Et puis au fur et à mesure des années, c'est devenu un ami. Donc très souvent, pour ces trois raisons, je l'appelais pour travailler. Mais on n'y arrivait pas si souvent que ça, parce que forcément, c'est un intermittent du spectacle, il était très pris, peu disponible du coup. Et voilà. Et ces derniers temps, on avait réussi à pas mal travailler ensemble. Et voilà. Et la vie, malheureusement, l'a emporté, ou la mort l'a emporté, je ne sais pas comment on dit. Donc voilà. Je pense à lui, là, avec le sourire. J'arrive, je te le dis franchement, à me retenir de pleurer, mais je fais un gros bisou, voilà, à Juliane et Edgar, ses enfants, à Laure, leur maman, parce que ma vie audiovisuelle et personnelle seront plus jamais les mêmes. Ouais, écoute, je suis content qu'on ait pris ce moment-là, parce que c'est... Je vais faire un truc même qui ne se fait pas, je vais boire de l'eau parce que là, tu m'as mis dans une situation pas facile. Écoute, je te remercie, je t'avais dit qu'on allait parler de tout et je suis content qu'on ait pu aborder ce sujet parce que franchement, tu sais que j'avais beaucoup d'affection aussi pour lui et que je le voyais trop peu, mais que c'était un garçon qui avait toujours une pensée, qui passait, même si on ne se voyait pas souvent, il prenait de mes nouvelles et on s'entendait bien. Et donc, il nous manque à tous et je suis content qu'on ait pu aborder cette question. Et je veux dire un truc, j'ai envie quand même de finir avec un sourire, c'est qu'avec Seb, on s'envoyait souvent des textos pour se raconter des bêtises, voilà, ce qu'on appelle des private jokes qui faisaient rire que lui et moi. Et maintenant, il se passe quasiment pas un jour sans que je pense à une bêtise que j'aurais envie de lui envoyer et je peux plus le faire. Donc si il y avait une providence ou une vie après la mort, j'espère le retrouver un jour, pour qu'on puisse s'envoyer des SMS d'une façon ou d'une autre, je ne sais pas. Eh bien écoute, malheureusement j'aurais voulu qu'on fasse encore 10-15 minutes. Je reviendrai, tu reviendras et on reparlera d'autres choses. Avec plaisir. Mais en tout cas, c'était vraiment très intéressant et je te remercie d'avoir joué le jeu, y compris pour rendre hommage à Seb. Bien sûr. Cette émission, Nicolas, tu le sais, il faut qu'elle se termine et c'est le moment. J'espère que vous avez passé un bon moment à notre compagnie, que vous avez compris ce que c'était que le métier de réalisateur et toute la passion qui déborde des métiers que l'on fait. À la réalisation, exceptionnellement, c'est Karim El Azaoui qui a remplacé Cyril et je le remercie. C'était Malou au maquillage et puis
évidemment, les productions, c'est Griffe Productions et Patrice Batman que j'embrasse. Et puis, accessoirement, à tout cam, la mienne. J'espère que vous avez passé un bon moment en notre compagnie. Mon quotidien TV, c'est fini pour ce soir. Je vous dis à très bientôt pour de nouvelles aventures.